Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire Landru. Henri-Désiré Landru, également connu sous le nom du Barbe Bleue de Gambais. C'est une affaire assez ancienne, mais aussi assez célèbre et très intéressante pour plein de raisons que je vais vous détailler dans la vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire. On commence tout de suite avec les débuts de vie d'Henri-Désiré Landru, qui naît en 1869 d'un père chauffeur dans une fonderie et d'une maman couturière. La famille s'installe à Paris et c'est là-bas que Landru va passer l'essentiel de son enfance. Il y est même enfant de chœur à l'église et il y officie même parfois comme sous-diacre. C'est pourquoi ses parents envisagent de le faire rentrer dans les ordres. Mais finalement, Henri-Désiré Landru va effectuer des études supérieures d'architecture et va devenir commis d'architecte à 20 ans. Et c'est cette même année que les mensonges commencent pour Henri-Désiré Landru, qui ment tout d'abord sur son métier à Marie-Catherine Rémy, qui est sa cousine. Il lui ment sur son métier dans le but de la séduire et il l'épousera finalement le 7 octobre 1893. Et ensemble, ils auront 4 enfants, Marie-Henriette, Maurice, Suzanne et Charles. Entre 1893 et 1900, Landru exerce une dizaine de métiers différents et change 15 fois d'employeur. Il commet sa première escroquerie en mettant en place une arnaque à la bicyclette via une campagne publicitaire frauduleuse. Dans cette campagne de pub, il précise que toute commande doit être accompagnée du paiement d'un tiers de la somme finale afin que la commande soit prise en compte et que la bicyclette soit fabriquée. Mais bien évidemment, les bicyclettes ne sont jamais livrées. Entre 1900 et 1912, il est condamné à 7 reprises, notamment pour des faits d'escroquerie. En 1906, après avoir fait une tentative de suicide, Henri-Désiré Landru parvient à sortir de prison grâce à des expertises psychiatriques qui le décrivent, je cite, comme « dans un état mental maladif qui, sans être de la folie, n'est plus, du moins, l'état normal ». En 1909, Landru est condamné à 3 ans de prison après avoir escroqué une femme. Ce dernier avait effectivement disparu après lui avoir extorqué de l'argent dans le cadre de fiançailles faisant suite à une annonce matrimoniale publiée par Landru lui-même dans un journal. En sortant de prison, il commet de nouveau une escroquerie puisqu'il achète un garage et le revend sans avoir au préalable payé le prix au vendeur initial du garage. Pour ces faits-là, il sera condamné à 4 ans de prison, mais c'est une condamnation par contumace puisque Landru est déjà en fuite suite à l'escroquerie dont je vous ai parlé, pour laquelle il avait déjà été condamné à 3 ans de prison. Or, comme il s'agit de sa 3e condamnation à une peine supérieure à 3 mois d'emprisonnement, cette peine d'emprisonnement sera assortie d'une peine accessoire de relégation. La relégation était une peine accessoire qui était prononcée à l'époque contre les récidivistes et qui consistait en l'incarcération de ces récidivistes sur le sol d'une colonie française. Il s'agissait d'un internement à perpétuité. En l'occurrence, Landru avait été condamné au bagne de Guyane. C'est en 1914 que tout commence, puisque c'est cette année-là que Henri Landru loue une villa à Vernouillet, non loin de Paris. Là-bas, il se fait passer pour un homme veuf relativement riche. En janvier 1915, Jeanne Cruchet, une veuve de 39 ans, et son fils André, 17 ans, disparaissent. En juin de la même année, c'est au tour de Thérèse Laborde-Lynn, une veuve de 46 ans, de disparaître. Enfin, en août 1915, une certaine Désirée Guyen disparaît aussi. Le même mois, Landru fait l'objet d'un contrôle dans le train et son billet de train est périmé, ce qui le conduit à produire des papiers d'identité dans lesquels son adresse est mentionnée.
son adresse à Vernouillet. C'est pourquoi il décide qu'il est trop risqué pour lui de rester à Vernouillet. Il décide donc d'abandonner la villa de Vernouillet pour en prendre une nouvelle ailleurs, et ce sera à Gambais. La nouvelle villa se trouve donc à Gambais dans les Yvelines et a été visiblement choisie consciencieusement par Landru en raison de sa position, puisque la première maison à côté de cette villa se situe à 300 mètres. En 1918, une certaine Madame Lacoste s'inquiète car elle n'a plus de nouvelles de sa sœur Célestine Buisson. Selon elle, sa sœur était partie à Gambais accompagnée d'un certain Monsieur Frémet. Elle tente d'abord de joindre Monsieur Frémet et lui écrit une lettre qui restera sans réponse. C'est pourquoi elle décide de s'adresser au maire de Gambais directement en lui indiquant les informations qu'elle avait en sa possession, à savoir que sa sœur était partie avec un certain Monsieur Frémet. Le maire lui répond en lui indiquant qu'il ne connaît ni de Monsieur Frémet ni de Madame Buisson. Néanmoins, il est interpellé car quelque temps avant, il avait déjà reçu une lettre relativement similaire provenant d'une femme qui était à la recherche de son ami, partie avec un certain Monsieur Dupont. Cette lettre lui avait été écrite par Madame Pelat, qui était à la recherche d'une certaine Madame Coulon, qui serait partie à Gambais également avec un Monsieur Dupont. Frappé par la similitude de ces lettres, le maire met donc en relation les deux familles afin qu'elles échangent entre elles. Grâce à la mise en commun de ces informations, les deux familles se rendent compte assez rapidement que Monsieur Frémet et Monsieur Dupont forment en réalité un seul et même homme. D'ailleurs, les deux familles se rendent compte que les deux disparus sont entrés en contact et ont rencontré cet homme grâce à des annonces publiées dans un journal, des annonces matrimoniales encore une fois. Dès lors, les deux familles s'unissent et portent plainte contre X. Une enquête est alors ouverte et elle sera menée par l'inspecteur Jules Belin. Entre 1918 et 1919, l'enquête piétine, mais c'est le 8 avril 1919 que l'enquête commence à avancer, puisque la voisine de Madame Lacoste, l'une des deux disparues, contacte l'inspecteur de police pour lui indiquer qu'elle vient de voir l'homme avec qui Madame Lacoste était partie, en compagnie cette fois-ci d'une nouvelle jeune femme, rue Rivoli à Paris. L'inspecteur parvient alors à localiser l'individu en interrogeant un vendeur dans un magasin à qui l'homme avait fourni une adresse pour une livraison. À ce moment-là, l'individu se fait appeler Julien Guyet et réside au 76 rue de Rochechouart à Paris. Il est alors arrêté à son domicile le 12 avril 1919. À son domicile, les policiers retrouvent un brevet portant le nom d'Henri-Désiré Landru, ce qui les porte à croire que l'homme avait en réalité utilisé des pseudonymes, et on se rendra compte finalement que Landru a utilisé plus de 90 pseudonymes, dont ceux de Monsieur Frémet et Monsieur Dupont. On retrouve également, et c'est le plus important, un petit carnet sur lequel est inscrit un certain nombre de noms, dont ceux des deux disparus sur lesquels porte l'enquête. La police découvre alors rapidement l'existence de la villa de Vernouillet ainsi que de la villa de Gambais, mais aussi de deux garages situés à Neuilly et à Clichy, dans lesquels Landru stockait les affaires de ses victimes. Quant aux victimes, l'enquête dévoile que pas moins de 283 femmes sont entrées en contact avec Henri-Désiré Landru via des annonces matrimoniales publiées dans différents journaux par ce dernier. Dans le carnet retrouvé chez Landru, on retrouve notamment 11 noms de personnes déclarées officiellement comme ayant disparu. Il est bien vrai qu'il naît au cours des guerres de monstrueuses affaires criminelles. Je me mets donc immédiatement en campagne, muni du seul signalement de Landru, se faisant alors appeler Guillet. Nuit et jour, j'explore le 9e arrondissement, la chance finit par me favoriser, et j'apprends enfin qu'il existe 76 rue de Rochechouart, un monsieur Lucien Guillet se disant ingénieur. Après bien des difficultés, Guillet se décide à m'ouvrir. Il est en pyjama, étriqué, maigrelet, la barbe en broussaille. Je le trouve ridicule. Il se refuse à me suivre, et il me faut le déposer de force dans un taxi pour l'amener à mon bureau. En cours de route, je lui dis « Ah, c'est une très grave affaire que la vôtre, une affaire d'assassinat, même de plusieurs assassinats. » « Oh, dit-il, pas si vite, assassinat au pluriel, avec un S. Vous allez un peu fort, il vous faudra toutefois le prouver. » Je constatai alors que cet homme était farouchement décidé à se défendre. L'avenir allait me donner raison. C'est le 14 avril 1919 que le juge Bonin inculpe Landru pour meurtre, et alors des perquisitions sont menées
dans les 2 villas de Landru ainsi que dans son adresse parisienne. Et là, attention, en tout, on retrouve chez Landru 4,176 kg d'ossements calcinés, dont 1,5 kg d'os provenant d'un corps humain. On y retrouve également 47 fragments de dents d'origine humaine, elles aussi. Le médecin légiste indique par ailleurs que les os correspondent à 3 têtes, 5 pieds et 6 mains. Mais l'un des éléments les plus accablants reste les billets de train, puisque Henri Landru, à chaque fois qu'il emmenait une femme dans ces villes-là, prenait 2 billets de train aller et un seul billet de train retour pour lui. Aujourd'hui, les historiens comme les experts se sont accordés sur le scénario suivant. Il semblerait que les victimes étaient découpées et que les troncs, jambes et bras étaient enterrés ou jetés dans des étangs, tandis que les mains, les pieds ainsi que les têtes étaient incinérés dans la cuisinière de la maison. C'est le 7 novembre 1921 que le procès d'Henri-Désiré Landru s'ouvre après 2 ans et demi d'instruction devant la cour d'assises de Seine-et-Oise, siégeant à l'époque à Versailles. Dès le début, l'affaire est extrêmement médiatisée et elle attire beaucoup de monde, dont beaucoup de célébrités de l'époque qui veulent absolument assister au procès. Les gens s'asseyaient par terre, on a vu toute la comédie française assise par terre, chevalier, bistinguette, etc. Et alors surtout qu'il y avait là les pièces à conviction, n'est-ce pas? Il y avait évidemment les fausses perruques et puis les épingles à cheveux qu'on avait retrouvées, mais il y avait aussi une salle à manger en rideau entière, on importait là, n'est-ce pas? Il y avait de tout, c'était effarant, n'est-ce pas? Depuis le début, Landru nie avoir commis ces crimes et il ne reconnaît que les faits de vol et d'escroquerie commis sur ses victimes. Il en vient à crier à plusieurs reprises pendant l'audience « Montrez-moi les cadavres !» ou encore « Si les femmes que j'ai connues ont quelque chose à me reprocher, elles n'ont qu'à porter plainte. » Aucun corps entier n'ayant été retrouvé, l'avocat de la défense suit le scénario de son client et va, pendant sa plaidoirie, affirmer la chose suivante. « Mais mesdames et messieurs, nous pouvons vivre sans main. Nous pouvons également vivre avec un pied en moins. Mais aucun corps n'a été retrouvé, ce qui signifie que rien ne prouve que ces jeunes femmes ont bel et bien été tuées par mon client. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai retrouvé ces 11 jeunes femmes que j'ai ramenées ici. » La salle médusée se tourne vers la porte d'entrée de la cour d'assises. Et là, l'avocat rétorque « Vous voyez, mesdames et messieurs, vous avez tous tourné la tête vers la porte, ce qui signifie que vous n'êtes pas convaincus que ces jeunes femmes ont été tuées. » Tollé dans la salle d'audience, la cour d'assises est absolument choquée par les propos de cet avocat qui finalement d'une certaine manière tiennent la route. Et c'est au tour de l'avocat général de répliquer à son tour en lui disant « Certes maître, tout le monde a tourné la tête vers la porte d'entrée, néanmoins une seule personne ne l'a pas fait, et c'est votre client. » C'est au terme de 8 heures de délibération que les jurés ont déclaré Landru coupable de 11 meurtres et l'ont condamné à la peine de mort le 30 novembre 1921. Avant de mourir, l'avocat d'Henri-Désiré Landru lui demande s'il reconnaît avoir assassiné ces 11 personnes, ce à quoi Landru va lui répondre « Ça, maître, c'est mon petit bagage ». Il y a énormément de répliques d'Henri Landru qui sont absolument cultes, comme quand l'aumônier, juste avant son exécution, demande à Landru s'il croit en Dieu. Landru le regarde et lui dit « Mais je vais mourir et vous pensez que c'est le moment de jouer aux devinettes ?» Ces répliques cultes d'Henri-Désiré Landru tout au long de son procès ainsi que tout au long de son incarcération ont contribué à le rendre encore plus célèbre que ce qu'il n'était déjà et notamment à inspirer énormément de personnes dans l'art. Il y a énormément de films qui sont sortis à son sujet, énormément de livres également. Landru occupe une place certaine dans l'art et encore maintenant on y fait référence dans pas mal de films ou pas mal de romans. À la fin de la Première Guerre mondiale, la France découvre avec horreur l'affaire Landru. La ville est pleine de dangers pour de jeunes filles seules et appétissantes. Est-ce que c'est bien raisonnable de lui avoir donné cette procuration sur tous vos biens? Même, il serait tué pour moi. La rencontre entre un homme et une femme, ce doit être le grand amour ou rien. Je vous dis qu'il s'est passé quelque chose. D'où il vient cet argent? Je l'ai gagné. Police, ouvrez! Monsieur Landru, au nom de la loi, je vous arrête. Patrick Timsit est Landru.
Chose un peu folle, c'est que de son incarcération en 1919 jusqu'à son exécution en 1922, Henri Désiré Landru aurait reçu plus de 4000 lettres d'admiratrices, dont 800 demandes en mariage. Et ce phénomène a un nom, puisqu'on parle d'hybristophilie, qui est un syndrome dont souffrent des femmes qui sont attirées, notamment sexuellement, par des hommes ayant commis des crimes ou des actes violents. Mais ça, on va en parler dans une autre vidéo. Alors voilà, c'était l'histoire de Henri Désiré Landru, également connu sous le nom du Barbe Bleue de Gambais. J'espère que cette histoire vous aura plu. Personnellement, je la trouve hyper intéressante en raison de l'enquête, mais aussi en raison de ce personnage que représente Landru, qui est un personnage totalement atypique, et aussi de cet effet, de ce coup de maître réalisé par l'avocat pendant sa plaidoirie lors du procès en 1921. C'était ma première vidéo. J'espère qu'elle a été ni trop longue ni trop courte, que ça allait. Si vous avez aimé, lâchez-moi un thumbs up. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que je peux faire pour m'améliorer, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et aussi les histoires que vous aimeriez entendre sur cette chaîne. Et je vous fais des bisous. Bye!